Mossoul, capitale administrative de la province de Ninive. Ce jour-là, Rayhan, jeune yézidi de 24 ans, a fait 120 km depuis le Sinjar pour renouveler son passeport. En vain. Mon père est porté disparu. Son attestation de domiciliation date de 2014 ou d'avant. Ils ont dit que ça n'allait pas fonctionner parce qu'elle est trop ancienne. Donc je dois faire une nouvelle attestation au nom de ma mère ou au mien et ils délivreront le passeport. Ma mère est au Canada et je veux aller la rejoindre. Rayhan a été enlevée à 14 ans par l'État islamique et vendue ici à Mossoul. Elle est rentrée auprès de sa famille il y a moins d'1 an, mais veut quitter le pays au plus vite parce que tout lui rappelle sa captivité, comme le nom des localités traversées sur la route du retour au Sinjar. Ils nous ont capturés au carrefour de Hardan et ils nous ont emmenés à Oum el-Shababik. Et de là, ils nous ont emmenés à Tel Afar, dans une école, puis à la prison de Badoch. L'État islamique, Daesh, prenait les jeunes femmes et les filles, une par une. Avant d'arriver dans Hardan, son village, il faut passer par l'intersection où elle a été enlevée. Ici, 3 de ses 8 frères ont été tués, aux côtés d'une 60aine d'autres hommes. Quand ils nous ont enlevés, on pleurait. Mon frère et moi, on était petits. Ici, dans le village de Hardan, il n'y a pas un foyer qui n'a pas été attaqué, qui n'a pas perdu un des frères, une mère ou un père. C'est une grande tragédie qui s'est abattue sur Hardan. Shihab a combattu contre l'État islamique à l'époque. Pour lui, les villages arabes alentours restent une menace potentielle pour les yézidis, mais il voulait revenir sur les terres de ses grands-parents. Je ne veux pas abandonner le village et laisser une chance à l'ennemi. Après sa capture, Rayhan, elle, a été emmenée en Syrie. Elle y est restée 4 ans. En 2018, elle profite de la débâcle de l'État islamique et rejoint la Turquie à pied. Là-bas, elle vit cachée avec une autre survivante. Jusqu'à l'année dernière, lorsqu'elle retrouve son frère Shihab sur les réseaux sociaux. J'ai pris contact via Facebook. Je lui ai envoyé une demande et il m'a accepté. Il me cherchait, il attendait ce jour depuis longtemps. Mais quand on était aux mains de Daesh, il disait que si on retournait chez nous, chez les Yézidis, nos familles nous tueraient. Donc on avait peur de ça, peur de rentrer ici. Elle ignorait qu'une loi yézidi avait été promulguée pour protéger les survivantes de toute conséquence pour avoir été mariées hors de leur communauté. À présent, Rayhan ne veut plus parler de sa captivité, ni de son mariage forcé. Ce qui s'est passé pour moi, s'est passé pour toutes les femmes yézidis. J'ai tout perdu, mais je suis revenue à la vie. Ce retour à la vie est encore pavé d'obstacles. Le traumatisme des années de violence, d'esclavage sexuel et pour certaines la naissance d'enfants dans ces circonstances sont autant de poids à porter pour les survivantes. Akhlas et Souham sont restées respectivement 3 mois et 3 ans aux mains de l'État islamique. Elles se rencontrent souvent pour s'entraider. Nous, les survivantes, nous n'interrogeons pas ceux qui ont été aux mains de l'État islamique. Ces questions les dérangent. Nous les questionnons plutôt sur leur situation actuelle. D'abord des droits des survivantes, ensuite de la santé mentale. Quelqu'un qui est resté captif 10 ans ou presque, bien sûr sa situation est plus difficile que la mienne. Il est resté plus longtemps. Donc nous devons l'aider pas à pas, jusqu'à ce qu'il puisse revivre normalement. Souham elle-même tente de quitter l'Irak, mais sa demande a été rejetée. Motif, le danger n'est plus imminent. Il reste pourtant omniprésent dans les esprits. L'État islamique a laissé des traces indélébiles, comme ici à la sortie de la ville de Sinjar. Ces fosses communes grillagées abriteraient les corps d'une centaine de personnes. C'est une vallée, donc l'eau de pluie en s'écoulant a emporté beaucoup d'ossements. Même des animaux en ont emporté ailleurs avant qu'on installe les grillages. Là, par exemple, on a un corps
et des habits bien visibles. 32 charniers comme celui-ci n'ont jamais été excavés sur les 92 sites identifiés au Sinjar, où 2600 personnes sont encore portées disparues. Avec son ONG de défense des droits humains, Khairi tente de faire entendre les revendications de la population yézidi. Le plaidoyer est important pour la question du génocide yézidi. 10 ans après le génocide, il y a beaucoup de dossiers dont le gouvernement ne s'est pas emparé, comme les personnes enlevées et les personnes disparues. Il y a aussi le dossier de la reconstruction et le dossier des déplacés qui nécessitent un soutien fort. La communauté yézidi attend toujours une reconnaissance légale du génocide par Bagdad. Elle permettrait aux familles des victimes d'être indemnisées et aux responsables d'être jugés pour génocide. Mais les lois tardent à venir. Alors qu'ici, les stigmates de la guerre alimentent les craintes que cela ne se reproduise. Sur la route vers le mont Sinjar, ces vêtements abandonnés là témoignent de la terreur qui s'est emparée des habitants fuyant l'avancée de l'État islamique. En août 2014, entre 35 et 50 000 yézidis ont grimpé ces pentes sous un soleil brûlant. Au sommet n'habitent alors qu'une quinzaine de familles. Des fermiers et agriculteurs, comme Pierre Chaka. Environ 400 familles étaient rassemblées ici. Certaines sont restées 5, 6, 7 ans, dépendant de cette eau et de ce verger. Nous leur avons donné le verger et le troupeau. Quand ils ont manqué de nourriture, nous avons abattu le troupeau et nous sommes nourris grâce à ces champs. Vous savez, s'il n'y avait pas eu ce puits, beaucoup de personnes seraient décédées. Cette eau avait plus de valeur que l'or et les dollars. Je le jure, si un enfant avait une bouteille d'eau dans la main, il ne l'aurait pas échangée contre 5 000 $. Ces tentes éventrées ont été abandonnées par ceux qui ont fui plus loin, en Syrie, puis au Kurdistan irakien. Environ 300 familles sont restées. Ici et là, des maisons ont commencé à remplacer les tentes, malgré les difficultés économiques. Une bâtisse inachevée reste préférable à l'incertitude du retour pour le propriétaire de celle-ci, qui ne souhaite pas montrer son visage. Si le gouvernement nous soutenait et reconstruisait nos maisons et nos puits, nous rentrerions. Mais nous ne pouvons pas parce que cela demande énormément d'argent et la sécurité n'est pas assurée à 100%. Alors on s'est dit qu'on s'était habitué à l'endroit, donc ainsi soit-il. C'est au milieu des montagnes. C'est mieux ici, nous avons peur dans la vallée. Son neveu Hassan, père de 3 enfants, travaille aussi sur ce chantier. Nous travaillons à crédit. On ne reçoit pas directement notre salaire, comme là, quand on travaille dans la maison de mon oncle. La situation économique de la région est difficile, donc il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi. À raison de 2 chantiers par mois, il lui faudrait au moins le triple pour faire vivre sa famille de 5 personnes. Pour l'heure, rester dans ce camp est donc sa seule option. Nous ne sommes pas allés au Kurdistan. On est resté parce qu'on pensait rentrer sur nos terres, après 1 mois ou 2. Des avions larguaient de la nourriture et des tentes de nylon. Tous ceux qui sont restés n'ont pas d'autre endroit où aller. Je ne suis pas resté sous cette tente pendant 10 ans, volontairement. Avec son voisin et cousin Abou Khairi, il commence à s'inquiéter des tensions naissantes entre les réfugiés et les habitants de Sardashti. Ces terres appartiennent à des gens qui nous demandent de partir. S'ils nous expulsent de leurs terres, nous devrons aller ailleurs. Ailleurs signifierait toutefois pour eux rester dans les montagnes. Reconstruire dans la vallée coûte trop cher et ils n'ont pas pu bénéficier de l'aide gouvernementale offerte pour encourager les retours dans la province. Distribués jusqu'au 30 juillet, seuls les déplacés vivant dans les camps de réfugiés du Kurdistan pouvaient en bénéficier, comme ce jour-là, au début de l'été.
Plus de 300 familles étaient venues dans l'espoir de récupérer un chèque de 4 millions de dinars irakiens, soit environ 3 000 $, et des équipements électroménagers. Cette aide n'est pas négligeable pour les familles. Elles viennent pour la plupart de passer 10 ans dans des camps de réfugiés. Cette aide financière est distribuée pour soutenir les familles et pour encourager le retour du plus grand nombre et la fermeture des camps. Tout le monde est conscient que le Sinjar a besoin que le gouvernement fasse de gros efforts, compte tenu du niveau de dommages subis, y compris sur les infrastructures. Ces militaires interrompent alors notre reportage. Au Sinjar, il règne un climat de méfiance lié à la présence de multiples factions armées, dont le Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation indépendantiste kurde turque, aujourd'hui interdite en Irak. Le contrôle est bref, mais leur intervention a suffi à inquiéter l'Assemblée. Seul un jeune homme à l'extérieur accepte de parler des limites de cette aide gouvernementale, à condition de rester anonyme. Ce chèque, vous l'apporterez à la banque et déposerez les 4 millions. Mais avant de le recevoir, vous dépenserez 1 million en frais de procédure et de transport. J'ai besoin de 25 à 30 millions pour terminer ma maison, juste pour qu'elle soit habitable, même pas pour une maison luxueuse. Malgré les obstacles, entre 130 et 150 000 personnes sont rentrées depuis le mois de janvier. La vie économique reprend progressivement, mais toujours sous perfusion. La plupart des commerçants ont besoin du soutien financier des organisations internationales. Khayri Ibrahim rassemble et transmet leurs doléances. Allez-y, monsieur, dites-moi. L'air qui vient des ventilateurs est chaud. Si on avait de l'air conditionné pour rafraîchir les fruits, on pourrait les conserver plus longtemps et les vendre à des prix raisonnables pour aider les gens. Ça serait très apprécié si vous pouviez en informer les organisations. Ce sera fait. L'arrivée sur ces étals de fruits et légumes de la région est pour Dilshad le symbole du retour de la vie dans la province. Une vie différente, encore à reconstruire pour la nouvelle génération de Yézidis, née après le génocide, qui incarne à présent l'espoir du nouveau Sinjar.